avec Thomas Hill. Et Thomas, c'est l'heure de la question média du jour. Disney+, Netflix, Prime Video, 2/3 des Français sont abonnés aujourd'hui à au moins une plateforme de streaming et beaucoup d'entre nous les cumulent, les accumulent même. Il faut dire que jusque-là, leur prix était assez attractif, mais ces dernières semaines, la plupart ont annoncé une forte augmentation de leurs tarifs et des changements dans leurs offres. Alors pourquoi ces hausses de prix et est-ce que ça va se poursuivre? On en parle ce matin avec Guillaume Boutin. Bonjour. Vous êtes cofondateur du site Sens Critique qui s'intéresse notamment à toutes les séries de ces plateformes. Et Gilles Peuzet est avec nous également. Bonjour. Expert en économie des médias audiovisuels chez NPA Conseil. Alors, si on prend l'exemple du numéro 1 en France, qui est actuellement Netflix, un abonnement standard coûtait 8,99 € en 2014. Aujourd'hui, la même formule est à 13,99 €. Le bond est quand même énorme en quelques années. Qu'est-ce qui explique et qu'est-ce qui justifie une telle hausse, Gilles Peuzet ? Alors, qu'est-ce qu'il justifie ça, je sais pas, mais ce qu'il explique en tout cas, c'est que le Netflix de 2023 n'a plus rien à voir avec le Netflix de 2014, quand il est arrivé en France. Entre-temps, donc, on a une petite décennie qui s'est écoulée et Netflix a investi des dizaines de milliards de dollars dans des contenus premium. Quand Netflix s'est lancé en France, vous aviez une série française originale, Marseille. Aujourd'hui, vous en avez plusieurs dizaines. Entre-temps, Netflix s'est lancé dans la production de longs métrages. Entre-temps, Netflix a amélioré ses technologies, a placé des serveurs cache un peu partout dans le monde pour améliorer la qualité du streaming. Il a investi dans des infrastructures de studio à Madrid, à Londres, en Corée du Sud. Donc il y a eu des investissements massifs. C'est la vie d'une entreprise qui s'est développée. Et c'est le cas pour toutes ces plateformes qui ont dû investir lourdement. Les autres plateformes se sont lancées beaucoup plus récemment. Netflix a une antériorité que n'ont pas Disney+, Max, et dans une moindre mesure Prime Video. Donc je dirais qu'en fait il faut distinguer vraiment deux choses. Il y a les augmentations de Netflix qui sont intervenues en 2-3 vagues successives au cours des 10 dernières années et qui reflètent en fait le développement de l'entreprise, tout simplement. Une entreprise qui a dû extrêmement investir, se financer par de la dette qu'il faut rembourser. Et donc, du coup, c'est le schéma classique d'une entreprise qui s'est développée. Et puis après, il y a du plus conjoncturel, où là, c'est les nouvelles hausses d'abonnement des concurrents qui sont intervenus sur les 6 derniers mois. C'est ça. Est-ce qu'on peut dire, en fait, Guillaume Boutin, que jusque-là, on ne payait pas le vrai prix? Oui et non, en fait, parce qu'il faut voir que dans cette décennie, il y a eu un total changement du marché. Au début, Netflix était tout seul sur son marché. Donc, acheter des programmes, ça coûtait beaucoup moins cher. C'était le seul guichet. Et donc, et surtout, ils pouvaient acheter des programmes auprès des studios, etc. Et quand les concurrents sont arrivés, forcément, phénomène de concurrence. Déjà, ils n'avaient plus accès à tous les programmes, puisque maintenant, quasiment tous les studios ont leur propre plateforme, donc ils ne les vendent pas toujours à Netflix. Donc Netflix a dû investir eux-mêmes dans des programmes, parce qu'ils n'avaient pas de catalogue en propre. Donc ils ont dû énormément investir. Et l'arrivée en plus de cette concurrence a fait que tout a augmenté en fait globalement. Et pour aujourd'hui avoir une belle offre de programmes, ça coûte aujourd'hui beaucoup plus cher qu'il y a 10 ans quand ils étaient tout seuls. Et nous, c'est vrai qu'on a l'impression en tant que consommateur qu'il fallait en fait faire des prix très attractifs au départ pour engranger un maximum d'abonnés et puis pour nous donner cette accoutumance aussi à ce nouvel usage que sont ces plateformes. Tout à fait. Et là, l'exemple le plus frappant, c'est sans doute celui de Disney+, qui s'est lancé avec un prix dérisoire sur le marché par rapport à la qualité du contenu qu'il y avait sur la plateforme. Donc 6,99 €, c'était vraiment très, 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 très peu cher. Et là, c'est exactement le schéma que vous décrivez, c'est-à-dire que l'enjeu était d'engranger le plus rapidement possible un volume d'abonnés suffisant pour se lancer dans la guerre du streaming. Et aujourd'hui, ils sont déjà à 8,99 € et ça va continuer à monter avec la prochaine offre avec publicité qui sera lancée sur l'Europe en 2024. Et ça a fonctionné cette stratégie puisque les Français se sont abonnés en masse et souvent à plusieurs plateformes. On est en moyenne abonné à 2,2 plateformes de streaming et c'est même 4,2 si on s'intéresse qu'aux jeunes entre 18 et 34 ans. Donc ça va être compliqué de revenir en arrière. Alors comment les plateformes comptent faire passer la pilule de l'augmentation des prix de l'abonnement? On en parle dans un instant, à tout de suite. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 avec la suite de la question média du jour. Thomas Hill, vous recevez Guillaume Boutin, cofondateur de Sens Critique, et Gilles Peuzet, expert en économie des médias audiovisuels chez NPA Conseil. Et on se demande aujourd'hui comment les plateformes vont nous faire passer la pilule de toutes ces augmentations de prix. Oui, et notre journaliste Alexandre Omar est allé sonder des passants pour savoir s'ils étaient prêts à payer plus cher pour toutes ces plateformes. Écoutez leur réponse. Payer plus pour un service que j'utilise moins depuis le Covid, non, je ne serais pas prête à payer plus, franchement. Non, je ne conserve pas mon abonnement si les prix augmentent de manière considérable. C'est vrai que je trouve que la qualité
de ce qu'on voit en ce moment est en baisse. Et si les prix augmentent, je trouve que ça ne vaut pas forcément la peine. Je ne prendrai pas d'abonnement parce que je trouve ça excessif. C'est déjà assez cher. Après, peut-être que j'aurais plus tendance à partager les abonnements avec des amis pour pouvoir continuer à avoir accès aux séries, mais tout en payant un peu moins cher. Et puis, c'est quand même un peu une perte de temps de regarder plein de séries, etc. Il faut voir de combien ça augmente, mais je ne me vois pas aujourd'hui me passer de Netflix. Donc, même si ça augmente de quelques euros, je pense que je ferai le sacrifice. Alors, ils sont partagés évidemment dans la rue, mais est-ce que finalement ces hausses de tarifs ont fait perdre des abonnements à Netflix, Amazon et compagnie ? Eh bien non, pas pour l'instant. Non ? Pas pour l'instant. Netflix a gagné 6 millions d'abonnés au deuxième trimestre 2023. Disney+ est un cas particulier puisque Disney+ a perdu à peu près 12,5 millions d'abonnés, mais ce sont exclusivement des abonnés indiens en fait. Puisque Pourquoi ? Parce que Disney+ a un produit en Inde qui s'appelle Disney+ Hotstar, il a perdu les droits du cricket. D'accord, qui est le sport national. Donc voilà, donc il y a eu une vague de désabonnements massifs. Et en fait, si on creuse les chiffres zone géographique par zone géographique, Disney+ est à l'étal aux États-Unis. Il a perdu 300 000 abonnés, donc il est quasiment flat. Mais il continue à en engranger à l'international hors Inde. Donc même quand Netflix oblige les utilisateurs là, de plus de 100 pays, ils l'ont fait en mai, à payer pour ajouter des profils à leur compte au lieu de les partager, ce qu'on faisait un peu tous, hein, on se partageait les codes de ces plateformes. On l'a beaucoup fait. On se disait que beaucoup de gens allaient résilier du coup leur abonnement à Netflix, mais il s'est passé l'inverse en fait. Hein. Et ils ont engrangé des abonnés. Alors dans les comptes de Netflix, l'option supplémentaire que vous payez pour inviter quelqu'un n'est pas comptée dans les abonnés supplémentaires. C'est une ligne à part. Ils s'en servent uniquement pour calculer le revenu moyen par utilisateur, mais tout ça pour dire que sur ce que disent les dirigeants de Netflix, c'est que quand ils ont mis en place le partage des comptes, il y a un premier mouvement qui est celui d'une certaine forme de colère et de désabonnement, mais qui se transforme très très vite en fait à de la prise d'abonnement. Oui, c'est ça, parce qu'on s'est habitué malgré tout, encore une fois. Il y a plusieurs plateformes qui ont trouvé une parade aussi à l'augmentation des coûts pour eux, hein, parce qu'il faut dire aussi qu'il y a une inflation des coûts pour eux, ça coûte de plus en plus cher de produire tous ces docs, toutes ces séries. C'est de proposer des abonnements moins chers, mais avec des pubs. Est-ce que ça permet d'arriver à un équilibre économique ? Oui, en tout cas, Netflix, pour l'instant, reste une société rentable, hein, donc ça a du marché. Et après, c'est pareil, ils ont ouvert un nouveau marché, en fait, puisque la différence entre un 6,99 ou un 14,99, on ne s'adresse pas à la même type de population. C'est pas la même cible. C'est pas la même cible exactement. Et donc là, ils sont allés chercher une population qui n'avait pas forcément les moyens de mettre 14,99 ou qui utilisait les comptes partagés. Et donc, ça leur permet d'adresser tout simplement un nouveau segment qui n'avait pas ces moyens. Donc au final, et c'est marrant d'ailleurs parce que comme souvent, c'est quand même Netflix qui donne la tendance sur ce marché. C'est les premiers à être passés sur la pub. Disney va y passer là dans le 1er novembre. Très très peu de temps. Il est déjà aux États-Unis. Déjà aux États-Unis. Et voilà, une fois de plus, c'est toujours Netflix qui fait la tendance de ce marché de toute façon. Vous pensez que ça va marcher, ces formules avec pub, Gilles Peset ? C'est une bonne solution ? Alors l'objectif de Netflix à terme, mais il avoue lui-même que c'est du long terme, c'est 10% de ses revenus. 10% de ses revenus. On en est très 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 loin. C'est vraiment c'est naissant aujourd'hui. Hein, ils le reconnaissent eux-mêmes. Ils sont en train d'apprendre, hein, tout simplement, de tâtonner, d'essayer de convaincre les annonceurs, ce qui n'était pas gagné, ce qui n'est toujours pas gagné. Donc est-ce que ça marchera ? Je pense que ça marchera. Oui. Est-ce qu'ils atteindront les 10% ? Ça, je sais pas. Et surtout, je sais pas à quelle échéance. Mais peut-être juste une précision quand on parle des prix de Netflix. Là, on a tendance vraiment ce qui est logique à se focaliser sur notre marché, mais Netflix a une politique tarifaire qui est très variable selon les zones géographiques. C'est-à-dire qu'il ne va pas du tout facturer le même prix en Inde qu'aux États-Unis. Et même si on resserre la focale en Europe, depuis son lancement, il a toujours pratiqué des prix plus élevés en Scandinavie qu'en Europe du Sud, Italie, Espagne, pour s'adapter au pouvoir d'achat. S'adapter au pouvoir d'achat, oui, c'est comme pour le Big Mac de chez McDonald's. Il y a une logique, il y a une politique tarifaire de Netflix qui est très finement pilotée, ce que ne font pas forcément ses concurrents. Anissa, on a reçu une question sur Twitter. Oui, une question de Xavier avec le hashtag Europe 1. Quand vous parlez de pub sur les plateformes, est-ce que cela veut dire que les films seront coupés par la pub comme à la télévision ? Oui, je crois que c'est toutes les 30 minutes, si je ne dis pas de bêtises. Mais oui, tout à fait. Comme à la télé. Exactement, c'est une fois de plus, c'est une autre manière de financer. La pub vient financer ce que les utilisateurs ne mettent pas dans leur abonnement.
Autre petite parade pour essayer de garder les utilisateurs, c'est de diffuser les épisodes au compte-gouttes chaque semaine. Ça, c'est pour forcer les abonnés à quel rester. enfer, mais quel enfer de faire ça. Ça, c'est parce que ils ont une politique, toutes ces plateformes de désabonnement qui est extrêmement facile. Que faisaient les utilisateurs? Leur série préférée arrivait, ils s'abonnaient pendant une semaine, ou enfin pendant un mois, le temps de voir leur série, la bingeaient, et après ils se désabonnaient, passaient sur une autre plateforme, revenir, parce qu'au départ c'était ça, hein, les séries c'était épisode par épisode. Il y a ça, et puis un autre phénomène surtout, c'est que ça leur permet de garder du bruit média et social pendant peut-être 2 mois, alors que s'ils balancent une série en binge, on en parle pendant 2 semaines, et après on n'en parle plus. Et donc là, ça leur garantit une puissance sur les réseaux sociaux, des commentaires à chaque épisode, etc. Pour eux, c'est bien, mais pour le spectateur, c'est quand même hyper frustrant, surtout quand c'est une fois par semaine. C'est compliqué de suivre une série. C'était quand même l'un des gros avantages de ces plateformes aussi. Vous attendez un mois et vous regardez tout d'un coup. Oui, on est impatient. Faire attention aux spoilers, c'est ça le problème. Voilà, il faut boucher les oreilles. Est-ce que vous pensez que les abonnements vont encore augmenter d'année en année? On est parti pour quelque chose de crescendo comme ça? Alors Netflix, je pense que les dernières, il a atteint une certaine forme de plafond, hein, tout de même. Après Disney+, on en a parlé, augmentera prochainement. Paramount+, a clairement dit qu'il prévoyait une prochaine vague d'augmentation. Alors il sait pas trop si c'est 2024, 2025, il va voir. Mais le PDG est très clair. Bob Bakish, il dit, écoutez, on a augmenté cette année, c'est passé comme crème. Pas de désabonnement, on en a même gagné. Donc pour l'instant, c'est nous qui fixons les prix et tant que ça passe, j'augmente. On y va, très bien. Merci beaucoup tous les deux d'être venus ce matin. Guillaume Boutin, cofondateur de Sens Critique, et Gilles Peuzet, expert en économie des médias audiovisuels chez NPA Conseil. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et Culture Média, ça continue après les infos de 10h, Thomas.